Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 18 mai 2022 et ça va mieux, ça va mieux. Alors, je sais pas si c'est très franc et si ça va durer très longtemps, mais en tous les cas, il y a l'air d'avoir un petit semblant d'amélioration. C'est pas évident parce qu'il y a plein de détails qu'il faut un petit peu creuser à l'intérieur. Mais en tous les cas, pour l'instant, on est passé de nouveau en se disant ouais, peut-être que finalement, c'était la bonne occasion pour commencer à racheter les marchés sur faiblesse. Alors, je vous rappelle quand même qu'il y a 4 jours en arrière, on parlait de vente sur force et que maintenant, on est en train de nous parler de nouveau de racheter sur faiblesse. Comme d'habitude, on a une mémoire très courte, hein, c'est pas une grande nouveauté dans les marchés, donc on se fait de nouveau une petite série positive. On va pas se plaindre, ça engendre quand même pas mal de bonnes choses, puisque on le verra tout à l'heure que le DAX est ressorti par le haut de son canal descendant, donc il y a un peu d'amélioration du côté européen. On verra quand Madame Lagarde commencera à monter les taux au mois de juillet, mais pour l'instant, en tous les cas, il y a l'air d'avoir un petit mieux du côté de l'Allemagne. En tous les cas, la Suisse aussi est en train de se reconstruire techniquement après ces dernières semaines un petit peu difficiles. Il faudra bien sûr que le bon rush reparte aussi. Mais enfin, pour l'instant, voilà. On a l'air d'aller un petit peu dans le mieux. Je dis bien un petit peu. On a toujours les mêmes problèmes. On a eu des chiffres économiques hier qui ont un petit peu changé la donne, on va dire, mais qui posent aussi beaucoup de questions. Alors pour l'instant, on applique toujours la théorie du verre à moitié plein. Et c'est ce qui nous permet d'avoir eu un bon rebond et des choses assez positives. On va décortiquer ça tout de suite. Alors commençons tout d'abord avec l'Europe. Alors l'Europe s'est relativement bien comportée hier, jolie séance sur l'Europe. Comme je vous le disais, on voit le DAX à l'instant qui ressort de ce canal descendant. Donc ça c'est plutôt une nouvelle encourageante. On n'est pas encore complètement sorti du bois, mais en tous les cas, si on se base purement sur de l'analyse technique, on a fait un nouveau bas, moins bas que le dernier bas, et donc du coup c'est plutôt positif. Et puis on sort de ce canal descendant qu'on a tracé depuis quasiment le début de l'année. Donc ça laisse quand même quelques espoirs du côté du DAX, le CAC est encore dedans, le SMI a l'air de bouger un petit peu mieux aussi, donc ça s'améliore gentiment du côté des graphiques, et puis du côté économique et du côté motivation des investisseurs, principalement hier on s'est raccroché au fait que la Chine, ça va mieux. Alors la Chine c'est un petit peu le truc qu'on utilise comme argument un peu bateau ces derniers temps, puisqu'il y a 3 jours en arrière on baissait parce que la Chine on avait peur qu'elle ralentisse, puis maintenant comme ils déconfinent de plus en plus, on se dit du coup s'ils déconfinent il va y avoir de la croissance, donc du coup on fait un peu le raisonnement inverse. Donc il y a relativement bonne journée des marchés européens parce que la Chine pourrait commencer à recroître un jour. C'est exactement l'inverse de ce qu'on pensait il y a 48 heures, mais bon, ça c'est pas grave. De nouveau, notre fameuse et inoubliable mémoire de poisson rouge, bien sûr. Et puis alors ensuite on a commencé à s'intéresser aux chiffres des ventes de détail aux États-Unis. Comme je vous le disais hier matin, il y avait les chiffres des ventes de détail qui allaient être publiés aux États-Unis, qui ont été publiés aux États-Unis hier, et globalement ce qu'on peut dire c'est qu'il y a à boire et à manger. La bonne nouvelle c'est qu'on a préféré prendre à boire, et dans le à boire on a pris le verre à moitié plein, donc on a vu plutôt le côté optimiste des choses. La raison principale de cet optimisme exacerbé qui a quand même fait remonter le Nasdaq de pratiquement 2,76% hier, c'est le fait que le consommateur consomme toujours. C'est la clé de voûte de l'économie américaine. Le consommateur américain, c'est le moteur de la croissance. Si vous enlevez le consommateur, si vous lui coupez ses limites de carte de crédit, ça va marcher beaucoup moins bien. Donc du coup, hier, ce consommateur, il a montré que les chiffres étaient bons et qu'il consommait toujours. Alors on va pas décortiquer parce que d'abord, je ne suis pas économiste et que ça ne présenterait strictement aucun intérêt, mais ce qu'il faut quand même comprendre derrière, c'est que finalement, il y a de l'emploi qui est créé, des chèques et de salaires qui augmentent, et donc les Américains consomment. On l'a vu très bien au niveau de la consommation dans les grands magasins, on l'a vu très bien au niveau des commandes de nouveaux billets d'avion pour les futures vacances à venir, on l'a vu dans les nouvelles voitures achetées, donc on voit que les Américains dépensent. On sort d'une période de Covid, une période de merde, une période d'ambiance glauque, donc les gens, ils ont du pognon et ils veulent le dépenser, et c'est ce qui soutient pour l'instant le marché. Et je dis bien pour l'instant parce qu'on peut pas non plus se mentir. Si tout le monde sort dans la rue pour acheter des trucs, forcément les prix vont monter. C'est mathématique, c'est physique en économie, on va dire. Et donc du coup, finalement, vous avez cette inflation naturelle qui se crée en plus du reste. Et puis plus ça monte, plus les prix montent, plus les gens achètent.
Mais à un moment donné, si on veut bien, ils vont acheter quand même moins, c'est naturel. Hein. Quand on a un billet de 100 $, vous pouvez pas le multiplier par 3 ou 4 aussi simplement que ça. Ou alors, il paraît que c'est illégal. Mais en tous les cas, eh bien, du coup, vous avez quand même cette problématique qui va pousser le marché à la hausse, donc qui crée aussi des risques inflationnistes. Et il y a toujours un risque au moment donné, c'est que quand vous avez claqué tout ce qu'il y a sur le compte épargne, eh bien, la machine s'arrête. Et c'est à ce moment-là où la machine va s'arrêter qu'on risque d'avoir un problème parce que l'inflation continue d'être très forte. On a quand même vu que le pétrole est toujours à 110 $. On voit quand même, on parlait du blé hier, il y a quand même une crise au niveau alimentaire qui est en train de se pointer à l'horizon, au niveau du coût des matières premières alimentaires, agriculture. Tout ça, c'est un problème qui va nous tomber dessus inévitablement à un moment ou à un autre. Mais pour l'instant, eh bien, on a vu très simplement que le consommateur est toujours là et il tient toujours l'économie. Un mois de plus de gagner. Jusqu'à quand est-ce que cela va durer? On verra bien. Surtout que Monsieur Powell, qui a parlé hier soir, s'est montré assez prudent également avec cette inflation et en disant vraiment que lui, il voulait lui tordre le cou à l'inflation et qu'il était prêt à être toujours plus agressif. D'ailleurs, on commence gentiment à parler d'augmentation de 0,75% lors du prochain meeting de la Fed. On spécule déjà. C'est clair que le dernier, il a fini il y a une semaine. On a quand même pratiquement un mois à spéculer là autour. Donc, on a encore du boulot là-dessus. Mais c'est vrai que ça commence à se dire que finalement, la Fed va devoir être bien plus agressive que prévu encore et encore. Alors, pour l'instant, les 0,75 de plus au meeting de la Fed du mois de juin, on n'en parle pas trop, mais surtout, on s'en fout en grande partie. On verra ça plus tard. On a l'impression que ces 0,75 qui sont quelque part intégrés mentalement. Et puis, on verra au fur et à mesure. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que hier, on s'est vraiment concentré sur le fait que ces chiffres des ventes de détail étaient bons. Et comme le mentionnait un économiste, c'est pas avec ce genre de vente de détail qu'on va avoir une récession. Donc ça, c'est plutôt encourageant pour le marché. Ceci expliquant cela. Après, vous rajoutez une autre couche sur le gâteau sur le fait qu'aujourd'hui, les niveaux de cash dans les portefeuilles des gérants n'ont jamais été aussi élevés que depuis le 11 septembre 2001, ça vous donne une petite idée. Et puis, on sait aussi que jamais depuis 2006, les actions technologiques n'ont été autant shortées qu'elles ne le sont maintenant. Donc 2006, c'était juste avant que la bulle des subprimes explose littéralement. C'est à l'époque où des Nokia, ça valait 60 €. Puis de toute façon, Nokia, ça peut pas aller en dessous de 50 €. Si, ça peut aller en dessous de 50 €, même beaucoup en dessous. Et puis, il y a plein d'autres exemples comme ça. Mais en tout cas, jamais les actions technologiques n'avaient été shortées autant à cette époque-là. Et puis, surtout, on n'avait jamais été aussi underweight, donc sous-pondéré en actions dans leur globalité, depuis mars 2020. Alors oui, mars 2020, ça ne veut pas dire grand-chose, puisqu'on sait tous que mars 2020 était une époque un peu spécifique, et que finalement, ça ne faisait pas grand sens, mais en tout cas, là, on voit que les gens, ils ont quand même réduit leurs expositions en actions, qu'ils ont beaucoup de cash dans les portefeuilles, et que sur la tech, on est très très short. Ceci expliquant un peu cela, ceci explique aussi les mouvements assez phénoménaux qu'on a pu constater sur les indices techno. Le SOX a repris 10% en une semaine, 10%. Le Nasdaq a repris 2,76% juste hier. Et puis vous avez certains titres qui remontent à coups de 9, 10, 12, 16, 17% régulièrement. Donc on continue à aller dans cette direction plutôt positive, mais, et je mets un grand mais aujourd'hui, on est quand même dans une situation où c'est délicat, et parce qu'on sort d'une période de correction. Et la grande question qu'on se pose aujourd'hui, c'est quand même de se dire que bear market ou pas bear market, ou fin de la correction, où est-ce qu'on a vu le pire? Que faut-il en penser? Alors il y a une chose qui est assez intéressante, c'est que dans le monde merveilleux de la finance et des techniques financières, il y a des étapes. Hein. Dans les bear markets, dans les corrections de marché, on dit toujours qu'il y a plusieurs étapes, et tant qu'on n'a pas complété ces plusieurs étapes, eh bien on ne pourra pas dire que le bear market est terminé. Alors il faudrait déjà savoir si on est dans un bear market ou pas, parce que si on parle du Nasdaq, on est dans un bear market. Si on parle du S&P 500, on n'y est pas encore, parce qu'on n'arrête pas de refuser l'entrée dans ce bear market. Donc il faut faire attention. Si on n'est pas dans un bear market, eh bien, le S&P est en train de remonter, c'était une simple correction, on ne va pas rentrer en discussion par rapport à ces 5 étapes importantes à tenir. Par contre, du côté du Nasdaq, on est dans un bear market. Donc pour dire, le bear market est fini sur la techno, il faudrait aussi pouvoir comprendre et admettre qu'on a fait ces 5 étapes du bear market. Alors c'est quoi ces 5 étapes? Eh bien c'est ça.
La première étape, c'est le déni. C'est cette phase-là où on se dit, oui, le marché, il baisse, mais c'est juste une opportunité d'achat, il faut racheter sur faiblesse, c'est une occasion qu'on n'aura peut-être plus jamais, parce que de toute façon, le bull market est là, à la fin, c'est toujours les bulls qui gagnent, et donc tout va bien, dans le meilleur des mondes, c'est extraordinaire. Ça, c'est la première étape, c'est le déni. La deuxième étape, c'est la colère. La colère, c'est quand simplement vous vous rendez compte que dans le déni, vous disiez, ouais, mais c'est une opportunité d'achat, quand ça fait déjà 5 fois que vous utilisez les comptes étrangers pour moyenner à la baisse, ça devient moins une opportunité d'achat, on est moins à l'aise et on comprend pas. On comprend pas pourquoi tel ou tel titre devrait baisser alors que c'est une société fantastique et qu'il n'y a aucune justification pour qu'elle vaille un prix aussi bas que ça. Et vous êtes en colère parce que vous avez l'impression que le marché vous en veut personnellement. Et ça, c'est la deuxième étape du bear market. La troisième étape du bear market, c'est la négociation, ou bien plutôt, j'ai envie de dire, le début de la cicatrisation. Simplement, les gens sont en train de se dire, bon, bah, de toute façon, ce marché, il est pourri, il faut que je commence à repondérer mes besoins ou mes espoirs, surtout. Alors, à l'époque où on traitait en se disant, bah, tiens, je vais mettre 100 000 francs là-dessus, puis je vais gagner 1 million la semaine prochaine, on commence à se dire, bah, les 100 000 francs, il reste plus que 50 000, donc je vais les vendre, je vais commencer à rééquilibrer tout ça, puis je vais peut-être liquider la Porsche que j'ai achetée il y a 3 semaines, parce que je suis pas sûr de pouvoir l'assumer dans ce marché qui, de toute façon, est pourri et qui est en train de devenir vraiment détestable. Troisième étape, la dépression. Alors la dépression, là, on commence à se dire, c'est foutu, on va jamais s'en sortir, de toute façon, j'aurais jamais dû faire ça, et puis je vais prendre un deuxième boulot, et puis il faut que je m'en sorte, et puis j'ai vraiment pas de chance, parce que d'habitude, je fais pas ce genre de truc. Bref, la dépression. Dans la dépression, on voit aussi les gars qui avaient commencé à arrêter de travailler ou changer de boulot qui retournent au travail. Et puis ceux qui s'étaient dit ouais je vais la jouer tranquille, qui commencent à redire ouais il faut que je change un peu ma manière de vivre et que je coupe un petit peu dans les dépenses inutiles. Et puis alors vous avez l'acceptation. Hein. L'acceptation c'est le jet de l'éponge, c'est j'abandonne, de toute façon c'est un marché de merde, c'est tout pourri, plus jamais de ma vie je ferai de la bourse, de toute façon ces actions c'est de la merde. Je comprends rien, et puis je me suis fait avoir, et c'est une escroquerie, etc., etc. Facile, l'acceptation, là, c'est vraiment le give-up, c'est là où les gens, ils vendent tout et n'importe quoi, qui regardent même plus le prix de ce qu'ils vendent, ils veulent juste vendre et avoir un portefeuille où il n'y a plus que du cash, pour autant qu'il reste du cash sur leur extrait de compte en banque. Et donc voilà, globalement, les 5 étapes dans lesquelles on est. Alors la grande question qu'on peut se poser, c'est où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors évidemment qu'aujourd'hui, c'est pas très facile de dire on en est là ou on en est là, mais j'ai un peu l'impression qu'on est encore pratiquement dans la deuxième, voire dans la troisième phase, mais pas beaucoup plus bas. On n'a pas eu cette phase de give-up, de renoncement ou d'acceptation, et on n'a pas eu cette phase de dépression ou du ras-le-bol général des marchés boursiers. Ça arrive chez certains chroniqueurs boursiers par moment, mais globalement, on n'est pas encore arrivé à ce stade-là, et donc si je dis bien si, et je reviens à ce que je dis il y a 2 minutes, si on est dans un bear market, eh bien, voilà, on n'a pas encore complètement complété le cycle qui va nous dire, ouais, je crois que là, on a vu le fond. Je veux, pour exemple, en février 2009, sauf erreur, moi, j'avais des clients qui m'appelaient en me disant, moi, plus jamais, j'investirai dans les actions, c'est de la merde, c'est du vol, faut plus jamais me téléphoner. Ça, c'était en février 2009, et puis c'est à peu près là où le S&P 500 était à 666 points, et c'est des niveaux qu'on n'a plus jamais revus. Ça, c'était une phase d'acceptation, et pour l'instant, il me semble, en tous les cas, au niveau du feeling du marché, qu'on n'est pas encore arrivé jusque-là. Évidemment que ce matin, on ne peut pas oublier Monsieur Elon Musk, Monsieur Elon Musk qui, cette fois, est en train de prier la SEC de l'aider à faire la lumière dans toute cette histoire de Twitter et de faux comptes. Alors, c'est quand même extraordinaire. Hein. Elon Musk, c'est quand même le mec qui s'est foutu de la gueule de la SEC pendant des mois et des années, qui les a humiliés, qui les a ridiculisés, qui les a pris pour des idiots, et maintenant, il va frapper à la porte pour dire « S'il vous plaît, aidez-moi ». Enfin bref, on voit quand même que même à ce niveau-là, eh bien 1 milliard, ça reste toujours 1 milliard. Pour l'instant, on va dire que 100% du marché a pris conscience que Elon Musk ne payera pas 54,20 sur Twitter. Le board de Twitter est pas content. C'est pas encore terminé cette histoire, mais on va dire que la probabilité que ça se fasse, ça devient de plus en plus compliqué. Mais bon, c'est un peu le feuilleton, c'est le Dallas du moment, on va pas trop se prendre la tête avec ça. Pour le reste, c'est ici que nos chemins se séparent, en tous les cas pour aujourd'hui. Nous avons passé les 17 000 abonnés sur la chaîne Suisse Côte Suisse.
Merci. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, justement, ça fera 17 000 et un petit peu plus. Autrement, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Et puis, n'oubliez pas surtout qu'on se revoit demain matin pour une nouvelle prise de température des marchés pour voir si on a bien digéré nos histoires de vente de détail ou si on a trouvé une autre raison de jouer à se faire peur. Passez une excellente journée et puis à demain. Bye bye.